Cette conférence va maintenant être enregistrée. C'est parti, top départ pour cette ce deuxième atelier interactif que je crée. Donc, comme vous avez pu voir, il y en a une quinzaine sur les diverses étapes de progression. Ce soir, le sujet que je voulais aborder avec vous, c'était la dernière inspiration. Un sujet qui est assez intéressant parce que, notamment, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez qui est assez importante, c'est qu'il n'y a aucune étude scientifiquement posée et écrite qui va valider le discours de l'un ou de l'autre. Je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est empirique, c'est l'expérience de certains moniteurs sur eux-mêmes, sur leurs élèves, sur leurs compétiteurs ou sur leurs actifs de compétiteurs ou sur des études qu'ils ont pu croiser avec d'autres qui font qu'à un moment donné, un discours est partagé. Et qu'on soit clair, si je dis quelque chose qui est opposé à des choses que vous avez pu entendre, d'abord, ça peut être le sujet d'un débat parce que peut-être certaines personnes ont connaissance de choses ou pas, mais surtout, en aucun cas, je me veux dire c'est comme ça que ça marche et c'est pas autrement. C'est que le fruit d'expériences que j'ai pu acquérir parce que j'ai fait pas mal de ça sur la respiration. J'ai passé pas mal de temps à découvrir des gens spécialistes de la respiration, enfin, qui se le disent, et à écouter ce qu'ils ont à proposer. Il y avait des choses très très intéressantes. Et effectivement, grâce à tous ces exercices, j'ai compris beaucoup de choses que j'ai appliquées ensuite sur pas mal de mes élèves et sur lesquelles, du coup, j'en ai déduit un certain nombre de choses que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Donc, le but, c'est de parler de la dernière inspiration. Bon, on ne va pas parler de la dernière inspiration sans parler un petit peu de ce qui se passe auparavant. Et donc, du coup, moi, ce que je voudrais, c'est que vous intégriez 5 étapes dans ma réflexion de tout ça. Donc, on va commencer par le premier point, qui est de dire que, pour moi, la respiration, la dernière respiration, il est plus important de chercher à faire de la qualité que chercher à mettre de la quantité. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Je veux que vous compreniez ça parce que on est tous en train de se dire est-ce que je peux augmenter ma capacité pulmonaire, avoir plus de poumons, comment est-ce que je fais pour augmenter? Et je ne dis pas que c'est une mauvaise idée que de vouloir travailler et faire en sorte de partir poumon plein. C'est a priori, a fortiori une bonne idée, mais c'est se tromper que de se dire la clé c'est d'augmenter ma quantité de volume. Pourquoi? Parce que je veux me permettre de vous rappeler que si un certain nombre d'athlètes ont eu la chance de développer des capacités pulmonaires importantes, qui d'ailleurs, qu'on soit bien clair, sont le fruit d'un gros travail. Notre capacité pulmonaire physiologique, elle s'arrête avec la croissance, mais notre capacité à l'utiliser peut grandir énormément. Et donc, votre capacité pulmonaire d'aujourd'hui, vous pouvez l'augmenter substantiellement de plusieurs litres, et j'exagère pas quand je dis ça, grâce à tout un tas de travail que vous pouvez faire dans le temps. Mais avant de penser quantité, j'insiste vraiment sur le côté qualité. Pourquoi? Parce que on a dit la cible que vous avez à peu près tous, en tout cas j'imagine puisque c'est l'objectif d'être là, c'est de pouvoir imaginer de rejoindre assez sereinement entre 50 et 60 mètres de profondeur. Je veux que vous reteniez deux choses importantes. La première, les athlètes de haut niveau, enfin les bons, on va dire, les très bons, sont capables d'aller à 50-60 mètres avec les poumons remplis à moitié. En FRC, si vous voulez connaître même plus le terme technique, c'est-à-dire que c'est un exercice d'entraînement que de dire à un moment donné, je prends moins d'air, mais je vais quand même essayer d'aller profond. Voire même, pour vous donner un petit indicateur supplémentaire, poumon vide, et quand je dis vide, c'est vide, c'est-à-dire incapacité de pouvoir expulser plus d'air, on a rejoint le volume résiduel. Nombreux sont les personnes qui vont profond, qui atteignent 30 mètres de profondeur, les apnées de demi. D'accord? Ça veut dire, bon, d'abord, nous qui sont tous très bien entraînés, mais surtout, ça veut dire que finalement, la quantité d'air acquis n'est pas l'élément principal. Parce que, par contre, dans aucun des cas, moi je fais partie de ces gens qui vont à 30 mètres mon vide ou à 60 ou à moitié, dans aucun des cas, je me dirais, tiens, je ne me prépare pas bien comme il faut, mais j'y vais quand même. C'est-à-dire que je vais apporter plus d'importance, clairement beaucoup plus d'importance à la façon avec laquelle je vais faire en sorte que ça se passe bien, plutôt qu'à la quantité d'air que je vais prendre. D'accord? Et c'est là que je vous demande du coup d'apporter de l'importance aussi, de dire que si vous cherchez juste à remplir à fond en oubliant les autres points qu'il peut y avoir là, et bien vous faites une erreur. Le plus important pour moi, c'est d'avoir une bonne qualité d'inspiration. La deuxième chose que je vais vous inviter à réfléchir grandement, c'est votre posture. Alors j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que je vois effectivement plein de postures différentes dans des départs. Alors, je vais les résumer sur la partie apnée piscine, dynamique, et apnée profondeur, mer. L'apnée statique, la posture, c'est encore un sujet plus compliqué, mais on va dire que ça a moins d'influence. Donc, bon.
Beaucoup de personnes se tiennent droit. Alors, je vais d'abord me servir du référentiel en profondeur et on reviendra ensuite sur la partie piscine. Beaucoup de personnes se tiennent droit, comme ça, dans l'eau, éventuellement en se tenant à une corde. Et d'ailleurs, pas mal de personnes de haut niveau font ça. La difficulté, c'est que pas mal de personnes de pas haut niveau font aussi ça sans se rendre compte qu'ils font des erreurs. Et on va évoquer ensemble quelles sont les erreurs en question. La posture de se tenir droit, comme ça, en dehors de l'eau, a priori, pareil, est une posture simple et naturelle, mais elle est très piégeuse. Pourquoi est-ce qu'elle est piégeuse? Parce que je vous rappelle que notre but, c'est de mettre de l'air dans toute la zone qui se situe là, donc les poumons, et que toute la zone qui se situe là, abdominaux, dos, épaules, dorsaux, etc., c'est tous les muscles que l'on utilise pour se tenir droit. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous tenir droit naturellement en vous tenant à une corde, en vous tenant à une bouée, en vous tenant simplement droit comme ça, avec qui plus est certainement des petites vagues qui vous font bouger, si à un moment donné, vous voulez vous relaxer l'ensemble des muscles qu'il y a là pour pouvoir laisser la place au remplissage. Donc ça veut dire que se remplir droit nécessite une énorme stabilité et une énorme capacité à se tenir droit complètement relâché. Beaucoup de personnes en bord de piscine se tiennent au bord du bassin comme ça, ou se tiennent comme ça, ou se tiennent comme ça, ou etc. Et s'en rendent compte que leur posture a tendance à malheureusement ouvrir la poitrine, verrouiller certains muscles du dos, des épaules, du milieu de la cage thoracique. Bref, la posture droite est mine de rien, selon moi, la posture la plus difficile à tenir. La posture la plus facile, mais et qui est d'ailleurs la meilleure en soi, mais qui est la plus difficile en tout cas à tenir dans nos conditions météorologiques françaises, c'est celle sur le dos. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis allongé tranquillement, mon ventre est à l'air, il est libre, je suis posé sur le dos comme ça, et a priori, j'ai toute la disponibilité à l'air de ma poitrine pour pouvoir respirer. Bon, c'est très bien, mais encore une fois, j'attire mon attention sur le côté piégeux lié à deux aspects. Le premier, c'est que sur le dos comme ça, si vous n'avez pas une bonne flottabilité du haut du tronc, et j'attire votre attention parce que beaucoup plongent avec des ponts de cou, donc c'est assez facile que malheureusement ils tiennent en arrière. Eh bien la difficulté, c'est qu'on va avoir tendance à se tenir comme ça vers le haut, à tenir sa tête et à se retenir comme ça pour faire en sorte d'éviter que la tête elle tombe. D'accord? Et se retenir comme ça, c'est obligatoirement gainage abdominal. D'accord? Donc le gainage abdominal qui va être tenu ici, forcément, va diminuer la capacité de pouvoir pousser notre diaphragme et donc remplir le ventre complètement parce que vous êtes tenu au niveau abdominal. Donc sur le dos, encore une fois, meilleure position, mais très piégeux parce qu'on peut être embarqué en arrière, donc se tenir comme ça. Et surtout, parce que je parle de conditions méditerranéennes françaises, c'est que chez nous, on a souvent un petit clapot, alors encore plus à Marseille qu'à Nice, mais en tout cas, on a un petit clapot et donc par conséquent, on a souvent tendance à être tenu à bouger comme ça, ou alors malheureusement à prendre la flotte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tient comme ça pour éviter de prendre la flotte, on se plie sur l'avant, et donc qu'est-ce qu'on fait? On verrouille la partie basse abdominale, et si je verrouille la partie basse abdominale, vous me demanderez après que je pourrai plus difficilement remplir le volume. Donc encore une fois, sur le dos, excellente position aussi, mais très piégeuse. La position que nous on a choisi de préconiser, qui est la moins piégeuse et qui du coup est celle qui permet de plus facilement de pouvoir se remplir, c'est celle à plat avec un tuba. Donc pourquoi? Parce que je suis sur le ventre, je suis posé comme ça sur le ventre, donc je peux complètement relâcher tout ce qui est mes muscles du dos, mes muscles des épaules, mes bras, mes jambes. Je suis tel une loque et si je suis bien détendu, même s'il y a des vagues, eh bien, je vais pouvoir suivre comme ça les vagues sans aucun problème. Si votre nuque est bien détendue, elle va bien bouger comme ça aussi avec les vagues. Et l'avantage, c'est que la distance entre l'eau et le tuba est beaucoup plus grande. Et donc, du coup, on peut se permettre plus facilement d'avoir une longue distance entre le tuba et la surface de l'eau, et ainsi éviter que le clapot ne vienne remplir le tuba d'eau. Voilà. Nous, par contre, on insiste pour que le tuba ne soit pas dans la sangle, parce que ça ne sert à rien. De toute façon, le tuba, c'est droit, donc si la tête est droite et que le tuba est comme ça, il n'y a pas de problème, il ne bouge pas. Un tuba, c'est relativement rigide, on n'a pas de difficulté avec ça. On prend notre inspiration et on largue le tuba, c'est le copain qui récupère le tuba. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ce que moi je préconise, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous préparer debout ou vous préparer sur le dos. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce que ces postures-là sont piégeuses et peuvent entraîner des contractions qui vont limiter votre confort avant le départ et votre confort quand vous allez inspirer. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'est-ce qu'il en est en matière de respiration en amont de la dernière inspiration. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire comme respiration en amont avant de prendre cette dernière air. Alors là-dessus, vous allez entendre tout ce que vous voulez.
faut respirer avec le ventre, faut respirer avec la cage thoracique, faut respirer avec un temps plus long à l'expiration, un temps plus court à l'inspiration. On peut faire 2 jours entiers, sans difficulté, je dis ça parce qu'en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait moi une fois, 2 jours entiers de discussion des diverses méthodes qu'il peut y avoir sur qu'est-ce qui est préférable que faire comme respiration auparavant. J'aimerais que vous reteniez une chose importante, c'est que quel que soit le mode de respiration que vous choisissez auparavant, il faut que ça le soit de façon éclairée parce que, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et que ce qu'il vous a présenté, ça vous plaît et par conséquent, vous avez décidé de faire ça. Mais surtout, quelle qu'elle soit, je vous invite à tout le temps faire la même. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous ne faites pas une respiration juste normale, vous êtes juste posé comme ça et que vous ne contrôlez pas votre respiration, vous êtes automatiquement en hyperventilation. C'est pas la peine de me dire ah mais moi je souffle tout doucement, machin, donc du coup c'est pas l'hyperventilation. Si, c'est toujours l'hyperventilation. Et il y en a même qui poussent, et vous pouvez les voir en compétition, des hyperventilations qui sont très fortes. Et d'ailleurs l'hyperventilation est une méthode de préparation en soi avec des avantages et des inconvénients. C'est pas le sujet de maintenant. Mais quoi qu'il en soit, même une petite ventilation différente de ce que vous faites d'habitude est une hyperventilation. En soi, l'hyperventilation n'est pas dangereuse. Et moi, je prône le fait que c'est pas dangereux. Et s'il y en a qui disent oui, mais si tu augmentes ton CO2, machin, ça, baratin. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir une hyperventilation différente à chaque départ. Pourquoi? Parce que vous allez vous caler par rapport aux sensations que vous avez. Je sais que, par exemple, je sais supporter des contractions ou pas, je sais en supporter 10 ou 15, bref, vous avez des sensations à un moment donné qui vont vous faire sortir de l'eau. Ces sensations vont être différentes en fonction de la respiration que vous aurez en amont. Parce qu'effectivement, grâce aux techniques de respiration, on peut créer des évolutions dans le corps. Bon, soit. Le plus dangereux, c'est pas que vous choisissez un mode d'hyperventilation qui baisse votre niveau de CO2 et qui augmente votre niveau d'oxygène. Ça, d'ailleurs, c'est tellement pas dangereux que plein d'athlètes le font. Donc, faut démystifier le sujet. En revanche, ce qui est dangereux, c'est de dire qu'en amont, vous avez respiré 3 fois 2 minutes en faisant pendant 2 minutes en faisant des expirations longues, machin, puis la fois d'après, vous n'avez pas fait comme ça. Vous avez plutôt respiré avec la cage thoracique, puis la fois d'après, plutôt avec le ventre. Vous avez plutôt une expiration active et la fois d'après, plutôt une respiration passive. Parce que la difficulté, c'est que à chaque fois que vous allez changer de mode de respiration, à chaque fois, vous allez changer les capteurs et surtout les compositions de votre corps. Donc, à chaque fois, les sensations que vous allez ressentir seront tronquées par la respiration que vous aurez eue auparavant. Donc, pour moi, la respiration avant la dernière inspiration, il peut y avoir que 2 possibilités. Soit elle est neutre et absolument conforme à la respiration que vous avez maintenant, d'accord? Donc, c'est-à-dire que je ne surventile pas. Soit, si j'ai décidé d'un protocole de respiration, je fais le même pendant une période. C'est-à-dire que je décide de respirer de telle façon les 2 dernières minutes, ça pendant 2 mois, et je vois ce que ça donne sur mes entraînements. Et puis, éventuellement, j'ai envie de changer un truc et je reteste pendant 2 mois et je vois ce que ça donne sur mes entraînements. Et éventuellement, j'ai envie de changer et je reteste pendant 2 mois. Mais on ne fait pas un mode de respiration, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Beaucoup plus que l'hyperventilation en soi. Donc, ça veut dire encore une fois que la dernière inspiration ne fonctionne comme il faut qu'à partir du moment où vous êtes concentré déjà depuis 2 minutes avant la dernière inspiration sur la façon avec laquelle vous respirez pour que ce soit toujours la même avant d'atteindre la dernière inspiration. Voilà. Le quatrième sujet sur lequel j'aimerais revenir, qui est assez important parce qu'il va énormément conditionner le confort de votre dernière inspiration, c'est qu'est-ce que vous faites de vos dernières expirations. Alors, je m'explique. Moi, ce que j'ai constaté, c'est 2 choses. D'abord, il y a une habitude qui s'est installée que je voudrais complètement casser parce que pour moi, elle est complètement contre-productive. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, il y a un réflexe qu'on ne fait pas attention, il va falloir qu'on y porte attention. Je vais vous expliquer. Pour moi, un certain nombre de personnes cherchent à la fin de leur protocole de préparation à expirer un maximum d'air. C'est-à-dire que pour dire laisser place à un air moins vicié, etc., du coup, on va expirer un maximum d'air. Alors, si c'est fait dans le confort et dans le bonheur, j'allais vous dire, je vous embête pas. D'accord? Mais si c'est forcé, si ça ressemble à une espèce de et bien ça, pour moi, c'est une grave erreur. Je vais vous expliquer pourquoi.
c'est une grave erreur et je vous invite vraiment à ne pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que, d'abord, il faut savoir que l'essentiel de l'oxygène que vous avez dans votre corps, que vous avez en réserve, il est dans votre corps, il n'est pas dans les poumons, premièrement. Donc ça veut dire que, il ne faut pas oublier que quand vous videz comme ça votre air en forçant, vous videz que à peu près 25 à 30% de votre réserve totale d'air, puisque le reste se situe ou bien dans votre volume résiduel ou bien déjà situé dans votre corps. Donc chercher à expirer comme ça de l'air en disant je prends de l'air pas vicié, c'est une mauvaise image. Ensuite, on va la confronter en disant que, je vous rappelle, que l'air expiré et l'air inspiré a quasiment le même taux d'oxygène. Pas grand-chose, en tout cas à 5%. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez environ, on va simplifier, vous avez environ 20% du gaz que vous inspirez qui est de l'oxygène. Le reste, c'est de l'azote et plein de choses. D'accord? Mais entre l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez, il n'y a que 5% de variation. Donc, ça veut dire que l'air que vous expirez, en aucun cas, il est mauvais. Donc, se dire je dois vider tout mon air parce qu'il est mauvais, c'est faux. D'accord? Et dernier petit élément important, pour vous terminer, vous illustrer un petit peu cette chose-là. Je ne sais pas si vous avez la chance ou pas, je ne sais pas si vous avez sa chance d'être régulièrement en contact de fumeurs, que ce soit fumeurs de cigarettes ou fumeurs de vaporettes, et vous pouvez voir que l'air qu'ils expulsent ne se projette pas au loin comme ça pour être ensuite remplacé par un air qui est agréable. Il y a des chances que si vous êtes autour d'un fumeur, eh bien, vous profitez de sa fumée comme lui. Donc ça veut dire que l'air que l'on souffle, de toute façon, il y a quand même de fortes chances qu'on le réaspire. Donc pour moi, forcer une expiration avant d'inspirer est une erreur parce que du coup, c'est créer un stress et créer une accélération de rythme cardiaque et créer une tension musculaire qui du coup est contre-productive et franchement sert à rien, quoi. Sert à que dalle, d'accord? Et elle va être contre-productive notamment par rapport au deuxième phénomène que je vais avoir, que je veux soulever, c'est que on utilise des muscles différents pour inspirer et pour expirer. Ça s'appelle les muscles antagonistes. Alors, on va être basique, on va dire qu'on utilise notre diaphragme pour inspirer et nos abdominaux pour expirer. D'accord? Nos abdominaux viennent contracter, viennent se serrer, pardon, et écraser le bas de la poitrine pour pouvoir faire en sorte que de l'air sorte. Au passage, du coup, c'est l'occasion qu'on a pour parler, puisqu'on parle tous en expirant. Et donc, du coup, j'utilise mon diaphragme pour inspirer. Il se passe pareil au niveau de la cage thoracique, j'ai des muscles qui ouvrent et d'autres qui ferment au niveau de la cage thoracique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous forcez trop à l'expiration et si vous n'êtes pas vigilant à observer un temps de pause avant l'inspiration, il y a de très fortes chances, en tout cas c'est quelque chose que je constate régulièrement, que vous gardiez une crispation, même partielle, des muscles expiratoires avant d'inspirer. Ça veut dire que du coup, vous avez expiré, 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 d'accord? Vous avez plus ou moins relâché, voir si vous avez expiré fort, vous n'avez rien relâché du tout. Vos muscles expiratoires, et là, vous inspirez. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous essayez de rentrer de l'air, et sauf que la cage est fermée, ou partiellement fermée, parce que du coup, ces muscles-là sont restés tendus par votre geste expiratoire. Donc, ça veut dire que pour moi, la dernière expiration doit être calme, tranquille, surtout pas forcée, mais surtout, avant cette dernière expiration et avant d'attaquer la dernière inspiration, on doit observer un petit temps de pause pour s'assurer que les muscles qui ont servi à expirer sont bien détendus avant que je cherche à inspirer. Je dis le risque, c'est du coup que en cherchant à inspirer, d'abord je combatte des muscles l'un contre l'autre, donc je sois moins confortable, mais surtout que quand je cherche à inspirer, ce sera plus difficile parce que j'aurai gardé des muscles gainés et verrouillés. Je parle de gainage parce qu'en plus, il est évident que si votre posture est tendue à ce moment-là, c'est pas bon. Et je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui sont là en train d'inspirer, mais ils se tendent, ils se serrent, ils se relèvent comme ça, ils lèvent la tête, etc. Et ils partent. J'ai envie de dire super, donc tu viens bien d'enfermer ta poitrine dans une belle cage bien rigide et tu viens d'essayer de bourrer de l'air dedans. Donc tu as eu la sensation d'être comprimé parce qu'effectivement, tu as mis de l'air en pression dans quelque chose de verrouillé et c'est ça qui te fait croire que tu es plein. Alors là, clairement, on est dans l'erreur entre qualité et quantité. On essaye de mettre de l'air, mais on est là, on n'est pas attentif et donc du coup, eh ben, on est dans le stress, et on est complètement verrouillé avant même de mettre son propre air. Donc c'est une grosse erreur. Donc ça veut dire que je reprends. Avant de travailler sa dernière inspiration, on doit se focaliser à essayer de la faire bien, plutôt que de la faire en grosse quantité. On doit se focaliser à avoir une posture où on est relaxé et détendu, aussi bien pendant la respiration que pendant la dernière inspiration. D'accord?
on doit avoir une respiration qui est systématiquement la même avant à chaque préparation de l'apnée qu'on veut faire, tout au long d'une période de travail. Et on doit être calme et détendu avant la dernière inspiration, sans forcer la dernière expiration, pardon, et en observant un temps entre la dernière expiration et finalement l'inspiration qu'on entame derrière. Voilà, ça c'est pour les 4 premières familles d'informations qui sont importantes. La 5e, je veux qu'on voit un certain nombre de règles sur la phase de la dernière inspiration. Tout le monde, si vous êtes déjà un peu renseigné, c'est qu'on remplit le bas et ensuite le haut. Bon, soit, ça c'est bien, c'est un basique, mais pas seulement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous reteniez 3 gestes importants à observer. Le premier geste important à observer, c'est qu'il ne doit jamais y avoir de mouvement arrière des épaules. Ça veut dire quoi, jamais mouvement arrière des épaules? C'est-à-dire que des fois, j'en vois qui respirent et qui s'ouvrent comme ça en rapprochant les épaules sur l'arrière, voire même lèvent le cou et font et partent. Ce geste-là, le fait de devoir rapprocher les épaules sur l'arrière, le fait de gonfler en rapprochant les épaules arrière, c'est le geste principal que l'on fait pour remonter son diaphragme. C'est l'exercice où on est là et on fait la remontée du diaphragme. D'accord? La principale solution, c'est l'écartement des épaules arrière. Si j'écarte les épaules arrière, naturellement, je me retrouve avec effectivement la poitrine qui est ouverte, mais surtout, je me retrouve avec le diaphragme qui est tiré vers le haut. Et donc, se monter comme ça sur le haut et avoir les épaules qui partent sur l'arrière, ça a directement pour conséquence de remonter le bas de votre poitrine. Et remonter le bas de la poitrine, c'est en diminuer la capacité de pouvoir mettre de l'air dedans. Et j'insiste là-dessus parce que je vous rappelle, si vous avez fait un tout petit peu d'anatomie ou regardez un tout petit peu d'anatomie, votre poumon, c'est une pyramide. D'accord? Donc, c'est relativement fin en haut et très large en bas. Et il est nettement préférable de mettre plutôt de l'air en bas que de mettre plutôt de l'air en haut. Si je mets de l'air en bas, d'abord, il grandit en bas, ensuite, en écartant le bas, finalement, il écarte le haut. Que si j'écarte le haut, malheureusement, le bas, lui, il ne suit pas avec. Donc, en tout cas, même si j'écarte les épaules, il va diminuer le bas. Donc, faites très attention à ce que vous faites de vos épaules quand vous faites votre dernière inspiration. Donc, des fois, j'en vois que c'est en train de se préparer, il se rigidifie, il se relève la tête, que ce soit aussi bien en dynamique qu'en profondeur pour éviter de prendre de la flotte dedans, il se relève la tête comme ça, ils écartent les épaules, et ça, vraiment, c'est un geste qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose qu'il faut apprendre à faire, c'est ce qu'on appelle garder le diaphragme en bas. Donc là, je vais expliquer un geste que certaines personnes font régulièrement, et je vais essayer d'en faire la démonstration comme je peux, pour que vous puissiez comprendre. Mais une des choses qu'il faut garder à l'esprit quand je vous parle de qualité de respiration, c'est de dire que si vous remplissez le bas et qu'ensuite vous remplissez le haut, attention que le bas est toujours en bas. Alors ça veut dire quoi? Je vais vous faire la démonstration juste pour que vous compreniez. C'est un peu plus frais aujourd'hui sur Marseille, donc excusez-moi, j'ai mis une veste. Je vais donc l'enlever pour vous faire la démonstration. Hop, vite fait, pour que vous puissiez comprendre. Hop, et hop là. Donc, ce geste-là, je ne le veux pas. C'est ceux qui font ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, je ne suis plus du tout bombé. Vous pourrez faire le geste, faites attention, vous mettez devant un miroir comme ça, il y a un certain nombre de personnes qui se rendent, et après ils vont en haut, et voire même parfois un creux apparaît là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement focalisé sur le haut qu'on a oublié de garder le bas détendu, le bas, pardon, tendu, parce qu'en l'occurrence, on tire le diaphragme. Et donc, on a oublié de garder l'air en bas. Tout ce qu'on a fait, c'est transférer de l'air en haut. Donc, ça ressemble à une histoire comme ça. Non, si je veux faire le geste comme il faut, je dois être en bas, garder en bas, et ensuite aller en haut. Sans faire ça, d'accord, sans tirer le haut du diaphragme, et en s'assurant qu'ici, c'est toujours sorti. D'accord? C'est toujours avec la bonne petite bedaine qui est remplie, d'accord? Plutôt que ceux qui se remplissent comme ça et qui ici ont complètement oublié que le diaphragme, il était là, d'accord? Ils sont partis qu'avec l'air qui est là. On fait bien clair, je connais plein d'athlètes de haut niveau qui partent avec que l'air qui est là et ils font quand même des records. Hein, donc je suis pas en train de dire qu'il faut absolument pas le faire et que c'est des cons de le faire. Je suis juste en train de dire que si vous voulez faire les choses de façon apprise, il vaut mieux éviter de le faire comme ça. D'accord? Donc on remplit le bas,
on remplit le haut, mais surtout, la deuxième chose que je vous demande de veiller, c'est à garder le bas toujours en bas. D'accord? Donc pour ça, je vous invite à vraiment garder votre main ici et à vous regarder, parce que c'est visuel. Ceux qui font l'erreur comme ça, vous vous mettez devant un miroir, vous le verrez que faites comme ça, et ça gonfle ici, ça creuse ici, c'est plus du tout gonflé. D'accord? Je me rhabille pour la troisième consigne. Hop là. Aïe, aïe. Et je suis dans les temps, donc ça va. Alors, on va. Elle est bonne celle-là. Je vais vous parler de la troisième consigne. La troisième consigne, qui pour moi est la plus importante, mais vraiment la plus importante. Allez, je l'ai mis à l'envers, hein. Forcément, comme je l'ai jeté, je l'ai mis à l'envers. Ça, c'est les jeux du direct. Comme la consigne pour moi la plus importante, c'est que vous devez avoir un temps d'inspiration de minimum 8 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous inspirez un truc qui ressemble à et que vous y allez, eh ben c'est une erreur. C'est une erreur et dites-vous que des athlètes de haut niveau, si vous les regardez sur toutes les vidéos, ils mettent minimum 25 secondes pour les plus rapides et jusqu'à plus d'une minute pour certains pour pouvoir prendre la dernière inspiration. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils acceptent dans leur stratégie, dans leur tactique, de perdre un temps important jusqu'à une minute, mais plus régulièrement entre 20 et 30 secondes, où finalement ils ne soufflent pas, juste pour s'assurer que leur inspiration est bien faite. Donc pour moi, c'est hyper important de partir du principe que si vous croyez que vous pouvez vous dire, ah ben moi de toute façon en 3 secondes je sais le faire, donc je vais faire et j'y vais, eh ben non, non, vous ne pouvez pas. D'accord? Si on prend tous notre temps pour le faire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, premièrement, c'est pas stressant pour le corps, ça n'augmente pas le rythme physique du corps et donc le rythme cardiaque que de faire une inspiration lente. D'accord? Et deuxièmement, c'est le meilleur moyen pour se focaliser dans son esprit à ce moment-là, se dire, OK, là c'est rempli, là c'est rempli, là c'est rempli. Je suis calme, zen et détendu pendant chacune des phases de remplissage. Je suis bien et je peux y aller. Même certains champions se remplissent, font une pause et ils vont ensuite après. D'accord? Vous pourrez regarder des vidéos, même des champions français, on le voit. Moi, j'ai toujours adoré voir les départs, par exemple, de Morgan Bourkis qui est sur le dos, qui s'inspire, qui fait son demi-tour et qui y va. Il y a un temps de pause entre le moment où il fait son demi-tour et le moment où il va. Et forcément, ce temps de pause, pour lui, il est utile dans son départ. Vous ne pouvez pas considérer que vous, bah, moi je suis que débutant, c'est pas grave, ou je vais que à 30 mètres, c'est pas grave, moi je prends mon air en 2 secondes et j'y vais. Non. Vous devez absolument prendre du temps pour inspirer. Et c'est là-dessus que je vais vous inviter à faire le travail des exercices d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vous demander de travailler à sec de temps en temps une inspiration en partant tranquillement les poumons vides sans vous forcer et d'essayer de me remplir le ventre en maximum 6 secondes. D'accord? C'est-à-dire que je vais vous demander de faire en sorte que votre ventre soit rempli en 6 secondes et faire en sorte que votre poitrine ensuite soit remplie en 3 secondes. Donc ça donne une espèce de temps où je fais comme ça. Là, j'ai mis 6 secondes à remplir mon ventre. Je peux vous assurer d'un truc, c'est que très souvent, en 2 secondes, c'est fait. C'est une erreur. Entraînez-vous à le remplir en 6 secondes. Puis, entraînez-vous à faire 6 secondes ici, 3 secondes là. Donc, je reprends. Alors, pendant ces 10 secondes, je dois focaliser mon esprit sur deux choses. Un, mon remplissage qui se fait sans stress. Et deux, l'écoute de mon corps, la relaxation de ma nuque, mes fesses, mes épaules, etc. En tout cas,
Je dois me concentrer à garder ma relaxation et à me dire que plus je suis détendu, plus je pourrai remplir d'air dans ma poitrine. Et plus la qualité de mon inspiration sera meilleure plutôt que sa quantité. Une fois que vous aurez maîtrisé ça, je vais vous demander à apprendre à le faire en émettant des sons. Donc, je dis ça parce qu'il y a parmi vous des gens qui sont débutants, moyens et plus importants. Donc, vous progressez comme ça avec le temps, c'est pas la peine si vous êtes débutant de tout de suite attaquer par l'exercice numéro 2. D'accord? Donc, l'exercice numéro 1, je fais ça en 6 secondes, 3 secondes. L'exercice numéro 2, je fais un son, qui est le son et pour le ventre. Allez, c'est parti. Et je vais terminer par le son haut au niveau de la poitrine. Ah oui, pour la petite anecdote, si vous avez du mal à faire du son en inspirant, c'est normal. Notre habitude, c'est de faire du son en expirant. D'accord? Donc, il est normal d'avoir des difficultés à faire du son en inspirant. Mais c'est un excellent travail de contrôle respiratoire et de contrôle de votre glotte et de vos cordes vocales. Donc, si vous n'y arrivez pas, eh ben, travaillez-le, ça viendra avec l'entraînement. Donc, je repars. Et ça fait. Et si vous avez la chance, vous faites ça également dans l'eau, dans une séance d'apnée, par exemple. Donc, entraînez-vous à respirer là et là, à prendre le temps d'inspirer là, puis d'inspirer là. Ensuite, entraînez-vous à créer des zones de son, où finalement, vous allez créer le son et ici et le son haut là. Pour les plus expérimentés d'entre vous, je vous propose d'évoluer même en faisant attention, enfin en essayant de chercher à intégrer une troisième zone, qui est la zone intermédiaire ici entre le ventre et la cage thoracique, qui est la zone du milieu ici, c'est-à-dire l'écartement de la cage thoracique. Donc, c'est-à-dire de bien chercher à faire en sorte que vous commenciez le et ici, qu'il se continue là, et ensuite vous commencez à faire le haut ici. Alors, les débutants, je vais vous parler Shintok, on est d'accord? Ça viendra quand vous aurez l'expérience. Ceux qui sont plus expérimentés, mine de rien, vous savez qu'on peut remplir de l'air ici, qu'on peut remplir de l'air là, et qu'on remplit de l'air là. Donc, je vous demande de séquencer, d'accord? Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est 4, 2 et 3, pour une même indication. Secondes. 4 secondes, 2 secondes, 3 secondes. D'accord? Et si parmi vous, il y en a plusieurs qui maîtrisent bien ce sujet-là, vous pouvez vous permettre ensuite de faire ça de façon incurvée. Ça veut dire quoi de façon incurvée? C'est allonger en mettant des matelas, enfin des coussins au niveau du dos pour que vous soyez complètement incurvé comme ça, voire les bras en arrière comme ça pour avoir un bon verrouillage de la poitrine et faire en sorte de quand même solliciter ces zones-là toujours en inspirant tout doucement. Et ça, vous allez voir que c'est loin d'être facile. Expirer et inspirer alors qu'on est verrouillé de la poitrine complètement comme ça. C'est vraiment pour moi réservé à ceux qui ont déjà une bonne expérience de la respiration. Donc, vous embarquez surtout pas tout de suite là-dessus. Mais ceux qui, du coup, savent à peu près faire, n'hésitez pas à vous remplir un petit peu de cette façon-là. Voilà. L'exercice, donc, du coup, c'est vraiment, encore une fois, un exercice d'écoute et un exercice que vous pouvez faire à tout moment, dans votre voiture, dans le métro. Alors, le EO dans le métro, un peu évité, mais bon, c'est le principe. Et travailler donc ces choses-là dans le quotidien pour améliorer votre conscience de deux choses. La première, comment est-ce que vous faites pour remplir? Et la deuxième, d'être bien à l'écoute, de faire attention à dire qu'effectivement, on a plein de postures, bras en arrière, fesses serrées, abdominaux serrés, ceinture de pont qui nous cisaille le ventre, etc. Plein de postures comme ça qui sont des vrais freins à notre pratique et qui enlèvent de la qualité à notre dernière inspiration. Voilà, je vais donner quelques conseils, comme je l'ai dit, issus de mon expérience et des formations que j'ai pu faire, sans remettre en cause certaines choses, sauf l'expiration forcée, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une chose qu'il faut arrêter. Si vous avez maintenant des questions complémentaires, eh ben, je suis à votre écoute. N'hésitez pas. Je réactive les micros. C'est parti. Vous me demandez quelque chose? Oui, tu m'entends Pascal ou pas? Tu m'entends? Bon, impeccable, merci. Je voulais savoir au niveau du protocole de préparation, effectivement, tu suggérais de garder le même, mais au départ, de toute façon, il faut peut-être essayer un petit peu tout pour savoir celui qui nous convient le mieux et le garder effectivement sur 2 mois, éventuellement changer au bout de 2 mois. Donc au début, on est plus ou moins obligé, entre guillemets, de faire différents tests, non?
Tiens, c'est une réponse un petit peu bizarre, mais le truc, c'est que tu ne peux pas, dans un premier temps, avoir assez d'expérience pour juger si en 2 fois que tu as fait un type de respiration, il est assez bon. D'accord? Ou s'il est pas D'accord, bon. D'accord? d'accord, Donc, pour moi, j'ai plutôt envie de te dire, écoute, si on t'a appris une façon et qu'elle a l'air de te plaire, bah écoute, fais-la. Applique-la pendant un certain temps. d'accord, Et puis ensuite, quand tu apprends autre chose, bah, change-le. Ou si tu as envie de changer quelque chose, change-le, mais plus tard. D'accord? Euh, tu- c'est pas que je veux pas remettre en cause votre capacité d'analyse, hein. non, mais Et ouais, tout à fait, à un ouais. moment donné, votre analyse de la respiration, elle est pas bonne. Mais qu'on soit clair, bah, j'ai quelques années derrière moi, j'en ai Mhm. conclu à cette chose, d'accord? Et ça m'est arrivé de rencontrer des gens, notamment Branko Petrovic, qui m'a complètement cassé tous les codes que j'étais persuadé. Il me dit, ah mais non, je pas possible, je travaillais pour respirer avec le ventre, faut pas hyperventiler que ça, etc. Il me dit, si, il faut hyperventiler par la poitrine, il faut faire des exercices passifs, il faut surtout pas respirer avec le ventre, etc. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule, Branko, c'est pas possible, etc. Au bout de 2 jours, j'ai dit, bon, fais voir, je vais essayer sur mes élèves et tout. Tous les élèves, ils ont explosé leur temps en apnée statique. Moi-même, j'ai explosé mon temps en apnée statique et j'ai constaté que plein d'athlètes de haut niveau le faisaient comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, fais-toi une expérience. D'accord. Et puis, quand tu rencontreras une idée ou une autre chose, teste-la sur un certain temps. D'accord? Mais par Mhm. contre, ne change pas comme ça trop régulièrement. C'est pas une bonne idée. D'accord, ok. Merci Pascal. Oui, alors Amélie, je te réponds à une question qui te pose la question qui veut dire pourquoi le son E, pourquoi le son O? Est-ce que ça joue un rôle sur des vibrations différentes? Alors oui, ça joue un rôle sur les ouvertures musculaires que tu peux avoir ici. Et certains, moi, on me l'a enseigné comme ça, que ça avait également des domestiques. Franchement, on a décidé que c'était EO pour le moment, à part le fait que moi, effectivement, quand je fais le O, j'ai l'impression de me réussir à mieux me remplir la partie qui est ici. C'est surtout une consigne que j'ai appris à suivre. Voilà. Je pense aux épaules, mais ça me paraît maintenant contradictoire avec le mouvement arrière des épaules. Ok, bon. Et d'autres questions? Est-ce Ouais, que je salut peux Pascal. couper ton micro et j'écoute une autre question, s'il te Ouais, plaît. c'est Vincent. C'est Vincent. Salut Vincent, Tu m'entends, Pascal? on Ouais, t'entend bien. salut. Bon, comme je suis arrivé un petit peu en retard, j'espère que la question n'a pas été posée. Est-ce que la dernière inspiration est la même qu'on parte en apnée statique, dynamique ou en profondeur? Alors, cette question n'a pas été posée, Vincent, et a priori, pour moi, oui, c'est la même. D'accord? Il n'y a pas de différence là-dessus. Il n'y a d'ailleurs pas de raison qu'il y ait une différence là-dessus. En revanche, effectivement, tu peux changer de modèle respiratoire en fonction de ce que tu veux faire pendant ta séquence. C'est-à-dire que si tu ne veux pas faire un max, tu n'es pas obligé de te préparer pour faire un max. Si tu dois faire des exercices avec des répétitions régulières, tu peux donc te préparer autrement. Euh, donc, du coup, euh, j'ai envie de te dire, adapte ta respiration plutôt à ton protocole, ce que tu veux faire sur l'instant. Mais par contre, je ne différencie pas d'une discipline à une autre pour ma part. D'accord. Xavier, la différence entre Merci. surventilation et hyperventilation est trop fine pour pouvoir être un sujet à aborder sur tout le monde. C'est franchement, surventilation ou hyperventilation. Ouais, je pensais l'hyperventilation, pour moi, c'est le rythme qui a augmenté. Non, Ça, non, c'est non, le c'est flux. tout Non? changement de ventilation et d'hyperventilation. D'accord. Eh oui. Moi, Alors, j'ai. je réponds à Amélie. Merci. Attends une seconde, Sylvain. Je réponds juste à Ouais. Amélie qui dit qu'effectivement, il y a des choses différentes qui ont été apprises et qui étaient peut-être inconfortables. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont apprises et qui sont pas. Voilà, on parle de respiration claviculaire chez certains, on parle de plein de trucs. Bon, moi, j'ai essayé de mettre ça à hauteur de ce qu'on peut avoir. La carpe, c'est un sujet qu'on parlera éventuellement à l'occasion si vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui sont apprises et malheureusement, il y a des fois des choses qui sont apprises qui ne sont pas bonnes. Certitude, les épaules en arrière est un piège, donc j'évite à ne pas le faire. Je propose de ne pas le faire. À toi, Sylvain, t'écoute. Ouais, moi, j'avais une petite question. C'était, bah, j'ai essayé de tester le départ sur le dos. C'est vrai que c'est super relaxant, c'est plutôt zen. Par contre, c'est le fait de se retourner et de faire le canard. Là, je trouve que ça crame un peu. Alors là, il y a certainement une technique aussi à choper sur le Ouais. départ. C'est assez facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le demi-tour, en l'occurrence, quand on est sur le dos, il doit être fait absolument. Ça va se couper parce qu'on entend la moto à côté de chez toi.
Merci. Vous verrez, pour ceux qui font un départ sur le dos, que le demi-tour, c'est un geste qui ne doit absolument pas être fait. Ce qu'il y a par là, c'est que si vous êtes sur le dos, vous levez votre main et simplement vous la basculez comme ça, vous verrez que le changement d'équilibre fait que ça vous fait un demi-tour. D'accord? Si vous cherchez à faire un demi-tour par un geste musculaire, ça c'est effectivement un problème. Sylvain, je te rejoins. Mais si tu es sur le dos et juste tu cherches à changer ce qu'on appelle ton point d'équilibre, donc prends ta main à droite et tu la mets à gauche, naturellement tu vas te tourner sur toi-même. Donc tu vas te retrouver sur le ventre sans aucun effort. C'est d'ailleurs un départ d'apnée statique qui est assez régulier de faire comme ça. La respiration claviculaire, est-ce qu'on oublie? Eh bien, écoute, Bruno, est-ce qu'on oublie la respiration claviculaire? Moi, j'ai envie de te dire, quand tu seras yogi plus 10, on en reparlera. Tant que tu n'es pas yogi plus 10, c'est une connerie. Yogi plus 10, ça n'existe pas. Hein. C'est pour dire, tant que tu n'es pas un champion maître de la respiration, tu oublies la respiration claviculaire parce que c'est un geste technique qui est très complexe et qui est surtout très piégeux parce qu'il peut entraîner des contractions au niveau du dos qui créent l'effet inverse que l'on veut, c'est-à-dire mieux se remplir. Donc, je suis d'accord, la respiration claviculaire est un geste intéressant, mais c'est un geste intéressant vraiment qui est réservé qu'au très haut niveau. Donc, oubliez-le pour le moment. Patrick, tu m'entends? On écoute, Patrick. Oui, si j'ai bien suivi, toi, tu préconises et conseilles de partir sur le ventre avec le tuba. Ouais. Est-ce que le tuba, alors qu'est-ce qu'on en fait après? C'est une question, hein. Est-ce que le tuba n'est pas un peu gênant? Bon, déjà, peut freiner un peu la descente. On ne sait pas trop comment faire. Et aussi, éventuellement, est-ce qu'il est une gêne par rapport au fait de limiter l'inspiration? Enfin, moi, c'est un peu ce que je ressens. Voilà mes questions. Ok. Alors, le tuba, on ne descend pas avec. Clairement, il n'est pas installé dans la sangle, le tuba. Et on est à plat comme ça. On inspire et on écarte de nous, on le lâche pour que le binôme qui est à côté de nous le récupère. D'accord? Malheureusement, comme ça, on fait quelques cadeaux de tuba à la nature. Ça arrive, je ne dis pas le contraire. Mais globalement, on s'en sort plutôt pas trop mal. C'est quand même un geste qui, quand on dit l'apnéiste n'a pas récupéré le tuba, c'est qu'au niveau surveillance, il n'a quand même pas été complètement au point. Donc non, on ne descend pas avec le tuba, c'est chiant, tu as raison. Et ensuite, deuxième chose, quand on dit est-ce que c'est une gêne le tuba, j'ai envie de t'inviter à regarder le diamètre d'un tuba sur l'ensemble de sa forme, d'accord, que ce soit aussi bien l'endroit où tu mets ta bouche que l'endroit où tu mets là, et tu verras que c'est souvent un diamètre plus gros que celui où tous vous êtes là en train de respirer. Non, non, je vois personne ouvrir la bouche comme ça aussi gros, avec la langue ouverte aussi gros, avec la mâchoire ouverte aussi gros, etc. Pour pouvoir aspirer de l'air. Non, on a tous une bouche ouverte normalement, on inspire à peu près normalement, et donc le trajet de là à là n'est pas d'un diamètre supérieur au tuba qui pourrait dire que finalement le tuba est quelque chose de gênant. Par contre, effectivement, on pourrait s'imaginer que c'est quelque chose qui freine, même des histoires d'espace mort hein, qui sont inventées de la nage avec palme, qui ne nous concernent pas du tout. Mais j'entends des gens qui disent ah, tiens, comment tu fais au tuba, même pour carper, machin. Je dis écoute, comment je fais j'ai appris. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit tiens, si j'essayais de faire comme ça, quoi. Et puis finalement, ça marche. Voilà, j'ai envie de dire, on croit que ça peut être un frein, mais ça ne l'est pas du tout. Et je vous assure qu'il y a plein de gens de très profonds qui partent au tuba. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Donc la gêne, en fait, elle est plus dans l'a priori que dans la réalité. Alors, il y a Merci pour ton expérience. Ouais. Il y a eu plusieurs messages. Je vais du coup essayer de les répondre. Donc, un flotteur sur le tuba de machin. Alors oui, les flotteurs sur le tuba, dites-vous que c'est ceux-là qu'on perd le plus. Parce qu'un tuba, quand il tombe, comme généralement l'apnéiste, il vous regarde, il le voit tomber avec vous. Ceux qui flottent, c'est ceux qu'on perd le plus parce qu'ils sont en surface, on ne les regarde pas et ils partent au loin comme ça. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Merci Paca. La prochaine séance, salut Eric, du coup. Préparation en plat avant idem pour la première, puis abandonner par la suite. Du coup, je n'ai plus trop de souvenirs. Le tuba, tu le tiens. Tu fais comment? Bah, je viens d'y répondre. L'air vicié qui est dans le tuba quand on est sur le ventre. Alors, Fabrice, l'air vicié qui est sur le tuba, je vais intervenir sur deux choses. L'air vicié, c'est une déformation liée à la nage avec palme qui incite du coup à inspirer par la bouche et souffler par le nez parce que sinon on respire l'air qu'on vient d'expirer pendant trop longtemps parce qu'on fait une respiration courte en nage avec palme. Nous, l'inspiration que l'on fait au tuba, elle est comparée que vous rentrez 5 litres d'air en moyenne, en tout cas, vous faites 5 litres d'air en moyenne pendant votre inspiration.
En aucun cas, vous pouvez comparer les 4 ou 5 litres en question avec le petit volume qu'il y a dans votre tuba. Donc, il n'y a aucun indice que vous puissiez aspirer là-dessus. Sur le dos, ce n'est pas le cas. Oui, tu as raison. Et on a la mâchoire plus détendue. C'est vrai, sur le dos, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne position pour peu qu'il n'y ait pas de vagues, qu'on n'ait pas aussi de problème de mucus. Parce que moi, par exemple, qui en fait partie, quand je suis sur le dos, j'ai rapidement une accumulation de mucus au niveau de la trompe de sage et mes compensations passent plus. Bon, voilà, mais si on peut faire sur le dos, tant mieux. Sinon, la plus partout, pour moi, c'est sur le ventre. Quelle type de préparation conseilles-tu pour un départ poumon vide ou mi-plein, par exemple? Voilà. Non, la même que si tu faisais un max. Tu fais l'avocat du diable. Non, si tu pars poumon vide, tu pars forcément pour une performance qui est compliquée. Donc, tu ne vas pas te permettre de dire est-ce que je peux me permettre d'être relativement cool? C'est pas grave. Non, non, il faut être absolument concentré dès que tu fais une apnée qui est plus compliquée. Mon premier prof avait coupé ses tubas pour éviter l'espace mort. Ouais, ben, s'il veut, bon, ça sert à rien selon moi. Prends les tubas traditionnels, on est tous avec ça, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai vu des collègues mettre des morceaux de mousse autour et ils flottent. Oui, oui, c'est plein de tubas flottent, mais je vous invite à ne pas les utiliser parce que c'est cela qu'on perd. Franchement, vous êtes avec des bidons, ils peuvent bien vous récupérer le tuba, sans déconner. Si le mec ne veut pas faire un canard pour récupérer le tuba, à quoi il sert, quoi? Est-ce qu'on peut carper avec un tuba? Aucun problème, Major Razer, c'est ce que je fais. Moi, je carpe énormément avec mon tuba. Et pour la récup, lorsque l'on sort, il est par contre conseillé de respirer sans le tuba. Non, ouais, je te confirme. C'est pour ça qu'il est préférable de ne pas avoir son tuba pendant son apnée. Tu respires sans le tuba. Et après, tu te poses et tu te reposes tranquille en reprenant ton tuba. Mais oui, effectivement, là, au départ, on respire sans le tuba, normalement. Allez, d'autres questions orales? J'ai fait un petit balayage des réponses, des questions qui étaient écrites. Ouais, si c'est possible, Pascal. Lorsque tu as fait la dernière inspiration, donc je parle pour mon cas, donc tu prends l'inspiration ventrale, après par la poitrine, et moi après je coupe le souffle, et instinctivement, avant le départ, je rentre le ventre et du coup ça gonfle la poitrine. Donc est-ce que c'est une bonne position ou alors où il faut relâcher le ventre pour du coup ça abaisse la poitrine un petit peu, si je suis clair? Tu es clair. Non, clairement, il faut relâcher complètement le ventre parce que c'est là que tu vas mettre l'air en premier. Et si ta poitrine est descendue, c'est pas grave parce qu'en l'occurrence, c'est un lien aussi avec le fait que ton ventre est détendu. Donc, il vaut mieux que ta poitrine soit relâchée et que ton ventre soit détendu pour pouvoir mettre de l'air dedans plutôt que de sous pression chercher à mettre de l'air dans le ventre qui du coup sera contracté et une poitrine que tu vas ouvrir mais pas beaucoup plus que ce qu'elle n'est déjà. Je me suis peut-être mal expliqué, alors, Pascal, où j'ai mal compris. En fait, ce que je voulais dire, à la dernière inspiration, donc je prends par le ventre, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine, je coupe ma respiration et instinctivement, du coup, je rentre le ventre et ça me fait gonfler la poitrine. D'accord, ok. Ça, c'est le geste classique que l'on a lorsque, notamment, on est en poumon vide. C'est si tu vides tes poumons et que tu relâches, naturellement, ça remonte ton diaphragme et ta poitrine descend. C'est un geste de relaxation. Donc, au contraire, c'est plutôt bon signe, quoi. Donc, D'accord. laisse ça s'installer. Ok, merci. Les jambes qui coulent, Amélie, c'est un petit peu compliqué comme question. Donc, ça veut dire qu'a priori, soit tu as trop de lestage au niveau de la ceinture, soit tu n'as pas du tout de combinaison, ce qui serait quand même surprenant dès qu'on fait de la profondeur. En piscine, c'était possible. Le cas échéant, tu remarqueras que pas mal d'athlètes de haut niveau utilisent des frites pour éviter que les jambes coulent, qui mettent au niveau des jambes. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Christine, pour répondre à ta question, donc Amélie, à ce moment-là, n'hésite pas. Tu as certainement ce qu'on appelle les jambes lourdes. Enfin, les stages 3 mm, les jambes qui coulent, c'est quand même surprenant, mais bon, pourquoi pas. Mais n'hésite pas du coup à mettre des frites au niveau des pieds. D'accord, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Moi, sur le dos, sans frites, je ne tiens pas, par exemple. Donc, Christine, est-ce que c'est intéressant de lever la tête? A priori, non, il n'y a aucune raison. Pourquoi lever la tête pour prendre la dernière inspiration d'air? J'ai aucune raison à ça. Il y en a qui disent que ça ouvre mieux la trachée. J'ai envie de te dire, mais ta trachée elle est déjà suffisamment ouverte pour que tu respires du matin au soir tout le temps. Donc, laisse-la tranquille. Je veux dire, si tu ne la pinces pas, tout ira bien. Et encore une fois, on n'a pas besoin que la trachée soit grande ouverte pour faire en sorte d'inspirer et mettre de l'air dedans, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de vous dire, pour inspirer, il faut que je vous grand la bouche comme ça pour faire en sorte que l'air rentre mieux. Non, donc la position de ta trachée, il faut la laisser normale. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne sert à rien selon moi. Allez, on va commencer à voir les dernières questions. Ouh, ça a été long aujourd'hui. Eh bien, écoutez, a priori, je pense qu'on a fait le tour à peu près au niveau des questions. Demain, un nouveau sujet, je ne sais même plus lequel c'est, on verra. Ah si, c'est matériel, je crois. Eh bien, écoutez, j'en profiterai pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a au niveau du matériel.
J'ai une dernière question pour être sûr. Sur mes dernières respirations, avant de partir, j'inspire via le tuba et j'expire dans le tuba ou dans le masque. Dans le tuba, c'est très bien. Expire dans le tuba, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans le masque, ça risque de te décoller, de créer de la buée, tout ça. Laisse ton masque tranquille. Sous par le tuba, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème avec ça. On est très nombreux à le faire et à être très profond. Mireille et moi, on le fait et ça ne nous empêche pas, Mireille, d'avoir 4 records de France, d'être la Française la plus profonde en immersion libre, et la 4e mondiale l'année dernière. Et moi, j'en suis pas à ce niveau-là, mais j'ai des chiffres assez intéressants aussi et je pars au tuba. Donc, on est très nombreux comme ça. Pas trop en France, plutôt à l'étranger, je dis pas le contraire, mais on est quand même très nombreux. Voilà. Merci Stéphane, on te souhaite une bonne soirée à toi aussi, je souhaite une bonne soirée à vous tous et je vous dis à demain pour le nouveau rendez-vous sur, je crois que c'est le matériel. On fera le point sur le matériel. On va regarder la télé. Ah, il faut s'occuper des chats d'abord. Ok. Merci Pascal, bonne soirée. Merci Pascal, bonne soirée. Merci Pascal, bonne soirée. Pascal, bonne soirée. Salut Pascal. Salut.